Équilibre chimique et principe de Le Chatelier. Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer par définir c'est quoi un équilibre chimique, puis après ça on va trouver un moyen, en fait c'est Le Chatelier qui nous a aidés là, pour trouver qualitativement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre lorsqu'on varie certains paramètres. Donc c'est ça. On va commencer par faire quelques remarques sur les réactions chimiques et sur la notion d'équilibre. Donc, premièrement, on a ici une équation chimique. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va venir mettre en évidence les rapports stoichiométriques entre les différents réactifs et produits. Donc, 2 moles, 3 moles, 1 mole, 2 moles, hein, ça correspond au coefficient stoichiométrique. Et ce que ça veut dire, c'est que si on a une réaction, ben les quantités de réactifs et de produits qui vont réagir ben, vont être dans les mêmes proportions. Donc, si j'avais, par exemple, 0,2 mol qui réagissent, ben, il faut que ce soit dans le même rapport. Hein, si je veux trouver la quantité de réactif B, il faut que ce soit dans le même rapport que le rapport des coefficients stoichiométriques. Donc, c'est pour ça qu'on a 0,3. Hein, donc, 0,3 sur 0,2, c'est la même chose que 3 sur 2. Okay? Donc là, on peut établir aussi les quantités qui vont être obtenues pour le réactif, pour les produits pardon, C et D. Bon, ça c'est beau, c'est notre théorie. Dans la vraie vie, les quantités qu'on a ne seront pas nécessairement dans le même rapport que les rapports stoichiométriques. Donc, par exemple, je pourrais commencer avec 0,5 mol du réactif A et 0,3 mol du réactif B. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça expérimentalement. Et ces rapports-là ne sont pas les mêmes que les rapports stoichiométriques. Okay? Donc, je pourrais même avoir déjà au début des produits, mais là, j'ai fait un exemple où il n'y en avait pas. Mais même là, vous voyez que les rapports stoichiométriques ne sont pas réservés. Ce qui est important, c'est que les quantités qui vont réagir vont toujours réagir selon les quantités des rapports stoichiométriques. Donc ici, par exemple, à la fin, ben, si j'ai ici 0,3 mol, ben, je pourrais avoir 0,3 mol qui réagissent. Hein? Et s'il y avait 0,3 mol qui réagissent du réactif B, ben, il va me rester 0,3 mol du réactif A, puisqu'il y en aurait juste 0,2 mol qui auront réagi. Et j'aurai formé 0,1 mol de produit C et 0,2 mol de produit C. Okay? Donc ça, les quantités finales, on peut les obtenir si on connaît les quantités de départ et les quantités qui ont réagi, qui, elles, réagissent dans les mêmes proportions que les rapports stoichiométriques. Bon, là, il y a une chose à constater, c'est que notre réaction, elle va être terminée lorsque il y a un des réactifs qui va être épuisé. Donc ici, je ne peux pas aller plus loin, 0,3 mol, je l'ai tout consommé. Il me reste du réactif A, mais il va rester là, parce qu'il n'y a plus de réactif B pour réagir avec lui. Donc ce réactif-là, qui a été le premier à s'épuiser, ben, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc c'est lui qui va limiter la quantité de produits que l'on pourra avoir, et ce, en respectant là, les quantités qui réagissent selon les rapports stoichiométriques. Donc, une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est la suivante. C'est que vous avez cette même équation-là, je pense que c'est la même, oui, et puis on sait qu'on avait tracé un diagramme d'enthalpie pour ça. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on a une réaction qui est endothermique, puisqu'on doit, on franchit l'énergie d'activation et l'énergie qui est dégagée du complexe activé jusqu'à l'enthalpie finale, ben, c'est plus petit que l'énergie d'activation. Donc on a vraiment une réaction endothermique, okay, avec un delta H plus grand que 0. Ce qui arrive, c'est que cette réaction pourrait se produire dans l'autre sens. Hein? Dans la vraie vie, elle pourrait se produire dans l'autre sens. En fait, c'est même peut-être même plus facile puisque l'énergie d'activation donc vous voyez ici, on a simplement tout renversé de bord. Donc, l'enthalpie initiale est devenue l'enthalpie finale. Okay? Les réactifs sont devenus les produits. On a comme fait une transposition de ça. Donc, l'énergie d'activation, ma nouvelle énergie d'activation, celle qui était ici, qui était celle de la réaction inverse, là, ça devient la réaction directe, ben, cette réaction peut aussi se produire.
Et là, à ce moment-là, ben, ce n'est plus une réaction endothermique, c'est une réaction exothermique. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des réactions peuvent se produire dans les deux sens. Ça se peut qu'il y ait un sens qui soit favorisé, mais ça pourrait toujours se produire dans les deux sens. Okay? De façon purement générale, je pourrais avoir une réaction dans un sens, qu'on va appeler la réaction directe, et une réaction dans l'autre sens qui va s'appeler la réaction inverse. Et si les deux sont possibles, à ce moment-là, on a une réaction qu'on dit qu'il est réversible. Donc, les réactions peuvent se faire dans les deux sens. Et vous verrez que là, on a remplacé la flèche unidirectionnelle par une flèche là, qui est une demi-flèche d'un côté, une demi-flèche de l'autre côté, qui veut dire que les réactions peuvent se faire dans les deux sens. Donc, quand ça se produit, on appelle ça une réaction qui est réversible. Donc, l'équilibre, qu'est-ce que c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là? Bien, l'équilibre, c'est lorsque les vitesses vont être les mêmes pour aller d'un côté puis de l'autre. Hein, c'est sûr que si ça va plus vite, consommer des réactifs, ben, je vais créer des produits. Okay? Je vais créer des produits. Si au contraire, c'est plus facile faire réagir ces produits-là ensemble pour donner des réactifs, ben, ce qui va se passer, c'est que je vais produire des réactifs. Mais il va y avoir un équilibre lorsque ces vitesses-là s'équilibrent. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il va toujours avoir des molécules qui se forment, puis qui se défont, puis qui se forment, puis qui se défont. Donc, ces réactions-là vont toujours se produire, mais... Donc, ça, il y a un aspect dynamique, mais sur le plan... il y a comme un équilibre dynamique, c'est-à-dire que même si microscopiquement, il y a des réactions qui se produisent, ben, ça se produit aux mêmes vitesses d'un côté que de l'autre. Donc, à ce moment-là, j'ai ce que j'appelle un équilibre. Donc, par exemple, j'ai des boules bleues là, qui se transforment en boules rouges. Donc, j'aurai un équilibre s'il y a autant de boules bleues. Hein, si les mêmes proportions de boules bleues qui se transforment en rouges, ben, j'ai des rouges qui se transforment en bleus, puis je garde à la fin les mêmes quantités. Donc, ça va être possible d'avoir une réaction comme ça, réversible, si mon système est fermé. Donc là, vous voyez, il est isolé, je n'ai pas d'interaction avec le milieu extérieur. Donc, mes molécules que j'ai formées ne peuvent pas s'échapper. Donc, elles sont condamnées à peut-être faire la réaction inverse. Par contre, si mon système est ouvert, ben, vous voyez qu'à mesure que je prends des molécules bleues puis que je les transforme en molécules rouges, ben, ces molécules rouges pourraient, par exemple, s'évaporer ou s'en aller de mon système, ce qui fait que j'aurais toujours de la place et que la réaction inverse ne se produirait pas. Donc, à ce moment-là, ma réaction se ferait vraiment juste dans une seule direction. Je n'aurais pas une réaction réversible. OK, donc ça, c'était pour notre petite introduction. Maintenant, on va parler du principe de Le Chatelier. C'est un principe vraiment fondamental pour l'équilibre chimique. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lorsque les conditions d'équilibre d'un système sont modifiées, alors le système réagit toujours en s'opposant en partie au changement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se donner des exemples pour différents paramètres. Tout d'abord, on va parler de la concentration. Donc, imaginez qu'on a notre réaction chimique et que là, on a à l'équilibre des concentrations. Donc, on dit qu'il y a des réactions qui se produisent tout le temps, mais les quantités de réactifs et de produits sont constantes puisqu'on est à l'équilibre. Mais on pourrait rajouter de la concentration. Donc, par exemple, je vais considérer les vitesses, les lois de vitesse pour ma réaction directe, qui est celle-là, et ma réaction inverse. Donc, supposons qu'on connaît le K, le M, le N, et ici, le K, le P, le V, le K, le P, le Q, ben, on pourrait savoir c'est quoi les vitesses. Mais ces vitesses-là dépendent des concentrations. Donc, supposons que je rajoute du A, du réactif. Ben, si je rajoute du A, du réactif, ça va faire augmenter la vitesse directe. Hein? Donc, si la vitesse directe est plus grande que la vitesse inverse, ben, à ce moment-là, la réaction va se produire plus dans un sens que dans l'autre. Donc, je vais prendre davantage de mes réactifs pour former les produits qui sont ici à droite. Et à l'inverse, si je rajoute dans le système une concentration, j'augmente la concentration de C ou de D, ben, la vitesse ici, qui est proportionnelle à ça, là, avec des coefficients, des exposants, ben, elle va augmenter aussi. Donc, à ce moment-là, la réaction aura tendance à se faire dans l'autre sens, puisque la vitesse inverse serait plus grande que la vitesse en direct. Juste vous rappeler que ces réactions-là, ils vont se produire. Ça tient compte uniquement
des concentrations des gaz et des substances dissoutes. Donc, on ne change pas la concentration d'un solide. Par définition, ça ne marche pas trop, là. Donc, un deuxième paramètre qu'on peut faire varier, c'est la pression. Ça va être un peu le même style. Donc, supposons que j'ai toujours cette équation-là et que j'augmente la pression. Donc, si j'augmente la pression, par exemple, dans mon système, ben, le Chatelier nous dit que le système veut s'opposer au changement de pression. Donc, moi, j'ai augmenté la pression. Le système veut faire baisser la pression. Comment le système peut faire baisser la pression? Ben, regardez. Ici, il faut simplement que j'effectue ma réaction chimique de manière à faire baisser la pression. Donc ici, à gauche, j'ai combien de molécules? J'ai 3 molécules. Hein? Si je prends les rapports stoichiométriques, j'aurais 3 plus 2, 2 plus 3, 5 molécules de gaz. Et à droite, ben, j'aurais 1 plus 2, donc 3 molécules de gaz. Donc 5 molécules à gauche pour 3 molécules à droite. Mais ça veut dire que le système aimerait ça, faire plus de C et de D pour avoir le moins de molécules possible pour faire baisser la pression, puisque moi, je l'ai augmenté. Donc, ce que ça veut dire, hein, c'est que la pression, ben pas la pression, mais la réaction va se déplacer vers la droite. Ça veut dire que je vais produire davantage de C et de D. Et si, au contraire, j'avais diminué la pression, ben le système aurait voulu augmenter la pression. Donc, à ce moment-là, le déplacement se serait fait vers la gauche pour augmenter, hein, avoir plus de A et de B. Donc, on regarde maintenant la température. Donc, la température, ça va être relié à l'énergie. Hein? Donc, la température favorise notre réaction. Mais dans quel sens? Ben là, il faut regarder c'est quelle sorte de réaction qu'on a. Donc, ici, on a une réaction qui est endothermique. Il faut fournir de l'énergie au système pour que la réaction se produise. Donc, si j'augmente la température, finalement, qu'est-ce que je me trouve à faire? Ben, je me trouve à favoriser cette réaction-là qui demande de l'énergie. Hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, une augmentation de température favorise la réaction endothermique. Donc, à ce moment-là, je vais créer davantage de produits. Hein, donc, j'ai été à l'équilibre, j'augmente la température. En augmentant la température, je facilite, hein, la réaction qui va vers la droite. À l'inverse, si je diminuais la température, ben là, je rends cette réaction directe moins probable, ce qui favorise la réaction inverse. Donc là, à ce moment-là, j'aurais créé du A et du B. OK? Donc, dans augmentation de température, on favorise la réaction endothermique. Diminution de température, on favorise la réaction exothermique. Dans ce cas-là, ici, c'est la réaction inverse. On ne peut pas passer à côté du catalyseur, et ça, c'est un piège, puisque les catalyseurs ne vont pas changer la vitesse de réaction. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'apparaissent pas dans la réaction globale, ils n'apparaissent pas dans les réactions de vitesse proprement parlée. Okay? Donc, le catalyseur, même si il peut accélérer le processus, ben, il va l'accélérer de la même façon des deux côtés. Et à ce moment-là, l'équilibre ne sera pas changé. Donc, le catalyseur n'a aucun impact sur notre équilibre chimique. Donc, pour résumer, un équilibre est atteint lorsque les vitesses de réaction directe et inverse sont les mêmes. Donc, même s'il y a des réactions sur le plan microscopique, ben, il y a quand même des quantités qui sont conservées des deux côtés. Le principe de Chatelier, et ça c'est à retenir, c'est très important, ça dit que lorsque les conditions d'équilibre d'un système sont modifiées, le système réagit toujours en s'opposant en partie au changement. Donc, on augmente la concentration d'un côté, la réaction se fait de l'autre côté. Et finalement, on va retenir qu'un catalyseur n'a aucun effet sur l'équilibre chimique.